Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. Des friandises, il y en a 4 devant moi. Il y a 3 Arai, Tour X1, Tour X4 et le dernier Tour X5. Et on va parler un peu de son cas et puis aussi de l'univers d'Arai au Japon. Puis la friandise ultime, c'est ce cher Yannick, chef de la rubrique équipement de Moto Magazine et batteur émérite. Yannick, l'équipement n'a aucun secret pour toi, le casque non plus. Tu es allé essayer ce Tour X5, tu as fait beaucoup de kilomètres avec celui d'avant, le Tour X4, donc on verra si il est nécessaire de changer. Il se trouve que moi aussi j'ai eu la chance d'aller au Japon récupérer le mien. Je sais, c'est un peu snob comme phrase. D'autant que regarde, mon plan retraite est assuré parce qu'il est signé par Michio Arai et Akihito Arai. Magnifique. À savoir, non pas le fondateur, mais celui qui a vraiment développé la marque, et puis son fils qui est aujourd'hui le patron de la boîte, et j'en suis excessivement fier. On va parler de ces casques. Yannick, avant tout, quand je t'ai montré le mien, avant que tu ailles essayer ton casque, t'étais un petit peu réservé sur les vraies évolutions du 5 par rapport au 4, parce que toi, qui sais décrypter les choses, tu m'as dit, non mais attends, ça vient de tel modèle, ça vient de tel modèle. En gros, ils ont pris un peu une étagère Ikea, puis ils ont fait un nouveau truc. C'est un peu le Harley Davidson de la moto, Arai, c'est-à-dire qu'il change une platine d'écran et ça fait un nouveau modèle. Enfin, je caricature, bien évidemment. C'est une marque qui est caractérisée par son conservatisme et parce que leur credo, c'est la sécurité avant tout. Donc une fois qu'ils ont établi certains principes, ils n'en dérogent pas. Et notamment leur fameuse coque ronde là, qu'on peut aimer ou détester suivant la forme de la tête que ça peut donner. Mais effectivement, au premier coup d'œil, j'ai reconnu tout de suite la ventilation frontale qui vient de l'intégrale quantique. J'ai vu que la coque était toujours dans le trip de leur ils appellent ça l'R75, le glancing off, là, qui est une coque ronde qui permet de, comme ils disent, de ricocher comme un slider sur lorsqu'on glisse sur le bitume et d'éviter surtout d'accrocher un obstacle qui pourrait être préjudiciable au cervical. Donc effectivement, tous les composants sont destinés à s'arracher. Ils sont juste fixés avec du ruban adhésif, pas de la colle. Ils précisent bien, c'est pas collé, c'est taped. En fait, tu tombes doucement, bim, ça décroche, et en fait, il n'y a pas de point qui ferait que ta tête serait bloquée, ça pourrait attaquer les cervicales. C'est l'idée, effectivement. Ça, c'est pareil, c'est une pièce qu'on voit sur d'autres modèles Non, ça c'est spécifique. Alors, j'ai été remis à ma place quand j'ai commencé à la présentation technique du casque, puisqu'il est nouveau à 99%. Les seules pièces qui sont issues des casques déjà au catalogue, ce sont donc cette fameuse ventilation frontale et la jugulaire à double anneau, qui est une autre caractéristique d'Arai, puisqu'il refuse d'utiliser des jugulaires à crémaillère ou mécaniques, parce que pour eux, c'est le seul système qui garantisse que le casque reste sur la tête en cas de chute. D'accord. Grosse évolution quand même par rapport au Tour X4. Cette partie-là, elle est un peu affinée. Et eux disent qu'elle est nervurée pour garantir en rigidité. Oui, bah tout est nouveau, hein, même. Ouais, sauf que quand tu regardes, en fait, le Tour X1, on doit à notre ami, Didier Renou, à l'époque où il était journaliste à Moto 2, avant d'être à la FFMC. Tu vois finalement que cette partie-là, elle est finalement assez fine et assez nervurée. Donc finalement, est-ce que ils ont vraiment inventé un truc ou est-ce que la recette était déjà connue avant? Bah écoute, ça pour la dimension aérodynamique, il suffit de bien connaître les effets du vent sur un casque et puis a priori n'importe quel ingénieur est capable de déceler, de définir la forme du casque, même si maintenant ils font appel bien évidemment à des logiciels de CAO ou autres qui permettent de travailler depuis son bureau tranquillement pour définir la meilleure forme aérodynamique. Mais globalement, toute la coque est nouvelle, puisqu'ils ont depuis quelques années une nouvelle coque en fibre qui est renforcée sur la partie frontale là, avec un anneau supplémentaire, une couche de fibre supplémentaire. Donc effectivement, ce casque, il est comme je le disais tout à l'heure, entièrement nouveau de nombreux points de vue, mais tu as raison sur le fait que la mentonnière soit affinée. Ça permet notamment d'avoir un champ de vision beaucoup plus large. Déjà, c'est flagrant lorsqu'on passe du X4 au X5. On a l'impression quasiment de rouler en jet avec celui-ci. Ça change quand même beaucoup. Une grande surprise. Au niveau des ventilations, on va quand même préciser que le fait d'être passé en norme 2206, en fait, Arai avait une espèce de règle. Ils ont pas mal de règles auxquelles ils dérogent assez peu, qui est notamment de ne pas percer la calotte, parce que pour eux, c'est l'élément de rigidité et d'absorption essentiel.
Or, le fait de l'avoir renforcé fait qu'ils ont pu mettre des aérations dedans et qu'en fait, on a pu les petites aérations qui étaient en haut de l'écran comme auparavant. Oui, alors sur ce casque-là, il y a 4 aérations qui ont disparu. Comme tu disais, les petits sourcils là qui étaient sur les écrans. Et puis à l'intérieur, il y avait sur le 4, il y a ici là 4 des petites aérations qui sont modifiables, ajustables via un curseur. Et celles-ci ont disparu aussi. Et c'est assez préjudiciable parce que moi j'ai commencé l'essai du casque sans le pinlock qui est fourni avec le casque. Et dès qu'on a attaqué la partie tout-terrain où on roulait, c'était tôt le matin, il était on va dire 9h30 avec une température d'environ une douzaine de degrés. Donc une vitesse assez faible, je me suis retrouvé complètement aveugle, j'avais ni ma canne ni mon chien. T'avais de la buée quoi. Ah ben je voyais rien du tout. Ouais. J'ai dû relever l'écran pour pouvoir voir la piste. Et donc là effectivement, même avec les aérations ouvertes, il y a toujours le système qui permet à l'intérieur là d'orienter le flux d'air soit vers l'écran, soit vers le visage. Oui. Tout ouvert, je voyais rien du tout. Donc, dès que je suis rentré à l'hôtel, j'ai mis le pinlock et là, tout allait mieux. Donc, tout a été réglé. Conseil qu'on peut donner, effectivement, c'est d'installer le pinlock tout de suite. Tout de suite. C'est ce que j'ai fait sur le mien. Ouais. Autre innovation sur ce casque, c'est qu'en fait, on a pu le côté pelle à tarte des visières typiques des casques trail ou des casques tout-terrain, puisqu'il y a une espèce d'échancrure ici, ce qui fait qu'en fait, le flux d'air passe sans te ramener la tête vers l'arrière. Parce qu'en fait, faire du tourisme en trail, c'est bien, mais enfin, si au bout d'un moment, t'es comme ça, tu fais tiens, j'ai bien aimé les étoiles. Ou si dès que tu tournes la tête et que pour la remettre, tu sens qu'il faut forcer parce que tu as un flux aéro qui t'empêche de la ramener naturellement, ce qui est quand même le cas de beaucoup de casques de cette famille. Tu as senti vraiment l'effet de ce truc-là ? Oui, je veux dire de manière générale, les casques trail les plus récents ont intégré cette dimension, mais sur celui-ci c'est flagrant puisque même en tournant la tête pour des contrôles latéraux, on n'a pas la tête qui est arrachée sur le côté, et même en roulant à des vitesses prohibées sur autoroute en Allemagne évidemment, j'ai pas senti ce mouvement de bascule vers l'arrière, donc c'est un bon travail aéro sur ce casque. T'étais en Allemagne, vers quel endroit ? Barcelone, c'est ça ? Du côté d'Almeria. Oui, moi il y a des enclaves. C'est ça, il y a des enclaves allemandes là-bas. Figure-toi que moi j'ai roulé dans des enclaves allemandes au nord de Tokyo, un peu plus de 200. Parce qu'en même temps, quand tu connais pas la langue, que tu peux pas lire les panneaux, que ton téléphone n'est pas connecté parce que c'est cher et que tu dois suivre un mec qui tartine à bloc, t'as pas beaucoup d'autres solutions. J'ai pu notamment rouler sur une Hawk 11, tu sais, l'espèce de café racer avec moteur d'Africa Twin, guidon bracelet. Ça marche à plus de 200 avec ce casque-là. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est frappant, c'est qu'à haute vitesse, alors avec une position un peu comme ça, en fait, t'as pas de turbulence. J'imagine pas ça avec d'autres casques type Etrel que j'ai dans mon armoire. Oui, là, c'est vrai que ça bouge pas. Autre élément important, c'est quand même une particularité d'Arai, c'est malgré tout le confort, notamment la capacité d'ajuster de manière très fine toutes les parties qui composent les joues, le haut du crâne, l'arrière du crâne, avec des espèces de poches que tu peux bourrer ou pas de petites couches d'1 millimètre ou 2 millimètres. Elles sont déjà en place, il suffit de les retirer si tu le souhaites. Voilà. Ça c'est une plus-value pour toi ou c'est un peu du pipeau Oui, non, d'ailleurs il faut que je m'y penche parce que j'ai un peu de pression sur le front, donc il faut que je regarde derrière là de quelle manière je peux ajuster le casque pour limiter ça. Mais comme sur tous les casques, on peut changer l'épaisseur des coussins de joue, mais c'est vrai que d'origine, il y a des petites pellicules de mousse qu'on peut retirer, qui font 5 mm à peu près, qu'on peut retirer pour ajuster plus la pression, et c'est plutôt bien vu. Ouais. Alors le tarif a été dévoilé, on est à 900 €, on parle à 10 balles près, parce que ça va dépendre en coloris uni. On est à près de 980 en coloris en déco, comme ça, et je crois que c'est encore un peu plus cher si tu choisis le coloris spécifique à la Honda Africa Twin, qui est un blanc nacré, un rouge un peu bordeaux et un bleu un peu soutenu. On est dans un record pour un casque type Etrel. Ouais, autant dire qu'il ne faut pas tomber avec, quoi. Donc, sinon, sauf si tu as En même temps, quand tu as une BM à 30 000 boules, faut pas tomber avec non plus. Non plus. Mais il y a des crash bars sur la BM. C'est sûr. Tu peux quand même la relever. Il faudra inventer les crash bars de Tour X5. Ouais, c'est ça. La question qui tue, mon cher Yannick, c'est toi, tu as beaucoup fait de kilomètres avec le Tour X4. Ouais. Le Tour X1, c'est un vieux casque, donc on en parlera un peu moins. C'était juste par comparaison et pour montrer en fait que malgré tout, les fondamentaux de la philosophie Arai, ils existent depuis des décennies
compagnie. Et depuis quand tu les regardes, 94, voilà. 2003 et 2013, pardon, 2013, voilà. Donc quand tu regardes, effectivement, tu as des différences de design sur les aérations, sur les points d'ancrage et le système d'ancrage de la visière. Tiens, parlons-en, j'ai oublié d'en parler. Arai, moi, ce qui m'énervait profondément chez eux, c'est que c'était le système d'attache d'écran le plus dégueulasse de la planète. C'est-à-dire que c'était dur, fallait forcer, tu sentais rien, tu avais l'impression que tu allais tout péter, ça mettait des plombes. Enfin, c'est moi qui suis pas très doué de mes mains, tu vois, c'est le sentiment que j'avais. Eux, ils disent ça y est, avec ça, on a résolu le problème. Ils te font des démos, eux, ils y arrivent en 20 secondes. Nous un peu plus quand même. Bah non, il suffit de regarder déjà que sur les anciens modèles, que ce soit le 4 ou le 1, la fixation de la visière était assurée par juste 4 vis de chaque côté. Ouais. Bon, quand tu es au milieu du désert, c'est super pratique. Oui, alors moi, je te parle aussi des intégraux de route. Ouais, là, c'était très compliqué, c'est que les cache-oreilles de Michael, hein. Là, c'était relou. Et donc, là, c'est différent. Sur le nouveau, évidemment, ils ont... Non, ça, c'est juste pour la visière, oui, effectivement. Parce qu'évidemment, comme sur les autres générations, on peut retirer la visière, peut retirer l'écran, et ça permet trois configurations. Mais ce qui est très différent sur celui-ci, c'est qu'ils ont retiré les... Bon, alors, je vais essayer de l'ouvrir, mais là, effectivement... Sans me péter une main. Sans me péter une main. Et attention, monsieur Adam, ça s'appelle l'effet Bonaldi. Donc, ça ne fonctionne jamais. Il a dit voilà. Bravo, bravo. Donc, ils sont passés des 4 vis pour fixer l'écran et la visière au système assez complexe qu'ils utilisent sur les intégraux de route. Ça demande un peu de pratique, hein, pour être honnête. Je ne sais pas de quelle manière ça peut s'encrasser. Ça serait à voir avec des passionnés de voyage off-road, si ça peut s'encrasser, mais en tout cas, il faut quand même prendre soin du mécanisme. Et puis, pour remettre tout ça en place, c'est un exercice auquel je ne me livrerai pas devant vous. Pas devant nous, donc on va le remettre là. Toi qui as fait beaucoup de kilomètres avec le 4 et qui viens de découvrir le 5, tu m'as dit, en fait, à l'issue de l'essai du 5, tu étais un peu moins critique que quand tu l'as vu en statique. Est-ce que tu vois, c'est quoi les points d'amélioration? Déjà, le nouveau est plus volumineux, il est plus massif, donc ça donne un peu plus de place pour la tête à l'intérieur. Les coussins de jour descendent bien sous la mâchoire, ce qui était moins le cas sur le 4. Le champ de vision qui est fantastique. Là, c'est vraiment l'aéro. Il y a quand même il y a pas mal de courants d'air dans ce casque, hein, c'est normal. Il n'est pas totalement bien étanché, bien calfeutré. On peut toujours, comme sur les autres casques, mettre la bavette du RX7V là, qui est difficile à trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, c'est vraiment le bonheur, et qui limite les remontées d'air. Mais c'est un casque assez silencieux. J'étais assez surpris, même sur autoroute, il est assez silencieux, et malgré ces petits remous d'air qui sont supportables, hein, c'est pas un truc qui t'agresse les yeux et tout. Donc non, j'étais vraiment bluffé, et je suis assez emballé. La concurrence va devoir se remonter les manches pour sortir un casque à la hauteur de celui-ci. Ouais. Un dernier détail pour finir sur l'explication de ce casque, c'est que moi j'ai trouvé aussi que la manipulation des aérations était assez facile, même en roulant et même avec des gants. Tu vois, les petits loquets sont assez faciles à choper. Tu vois vite où ils sont, t'as pas à tâtonner. Et une fois que tu les as pris, c'est facile à faire bouger. Question qui tue, malgré le tarif élevé de ce casque, mais on parlera tout à l'heure. Mais le poids, quand tu l'as sur la tête, tu le sens... Il est super bien équilibré. Tu le sens pas bien. Mais quand tu le poses sur la balance, en XL, il est quand même à 1800 grammes, 1,8 kg, c'est quand même lourd. Mais c'est vrai qu'il est très très bien équilibré, et quand tu le prends à la main, t'as du mal à faire le lien entre le poids de la balance et la sensation que tu as en main. Et on rappellera qu'avec la norme 2206, tous les casques sont censés prendre du poids. Alors il y a que 70 grammes. Moi j'ai mesuré 70 grammes d'écart entre le 4 et le 5. Donc c'est pas, ils ont bien bossé. Ils nous ont dit qu'ils avaient retiré un peu de résine justement qui maintient la fibre lors de la fabrication de la coque. Et donc ils ont bien bossé quand même, parce que pour limiter cette prise de poids aussi peu, c'est du bon boulot. Question qui tue, mon cher Yannick. Tu es utilisateur de trail, tu roules beaucoup, tu as choisi une moto techno, tu as choisi un casque haut de gamme pour plein de raisons et qui sont tout à fait recevables. Faut-il passer du X4 au X5 ? Moi, je pense que oui, je dirais que oui, quand même. Même si le 4 reste un excellent casque, hein, on peut encore rouler de très nombreuses années avec, tant qu'il n'est pas endommagé. Compte tenu du prix du 5, ça vaut le coup encore de rester sur le 4. Il y a pas vraiment l'écart n'est peut-être pas suffisant. Mais une fois qu'on a le 5 sur la tête, on apprécie toutes ses qualités et on se dit j'ai bien fait d'investir. Voilà. Champ de vision, confort, on est globalement peut-être sur les mêmes standards. Un peu mieux. Aération, un peu mieux. Ouais. Aération assez mitigée. Avec le pinlock, tu verras, ça change quand même. C'est ça. Oui, j'ai essayé, ça marche, ça fonctionne très bien. Ouais.
Merci Yannick. Ça, c'était le premier point de cet apéro consacré à Arai et notamment aux produits Tourix 5 qui vient d'arriver sur le marché. Deuxième volet de cet apéro dédié à la marque Arai, c'est en fait la fabrication. Alors, contrairement à toi, moi, j'ai pas visité énormément d'usines de casques. Je pensais naïvement qu'un casque, tu coules du caramel dans un moule, tu colles 2 bouts de tissu, t'accroches une jugulaire et puis t'appuies sur un bouton, bim, il sort. Et en fait, ce qui m'a... Ça va être possible. Certains endroits du monde, c'est très possible. Moi, ce qui m'a frappé, si tu veux, c'est à la fois, en fait, le côté, je dirais, presque un peu désuet des usines, parce qu'en fait, la première des... En fait, Arai, c'est 4 usines qui sont à Omiya, qui est dans une banlieue de Tokyo, mais sauf qu'une banlieue de Tokyo, c'est à des dizaines de kilomètres du centre de Tokyo. Et en fait, le premier bâtiment date de 1937, ils sont toujours dedans. Et ensuite, à chaque fois, au début, c'était dans la campagne, et à chaque fois qu'ils ont voulu s'étendre et s'agrandir et machin, ils ont dû aller chercher un autre bâtiment, et cette fois-ci, c'était 5 bornes plus loin, puis 5 bornes plus loin, puis 5 bornes plus loin. Donc, ils en ont 4 dans un périmètre relativement resserré à l'échelle du Japon et de Tokyo, mais qui implique quand même de la logistique. Donc, tu as à la fois la R&D, la fabrique des coques, etc. Et puis ensuite, tu as la vérification des coques, l'assemblage, et puis la peinture et la finalisation. Et ce qui m'a frappé, c'est, tu te dis, bon, ok, j'ai bien compris qu'on coule pas du caramel dans un moule et c'est un travail de précision. Mais ce qui m'a frappé, c'est que tu t'attends dans une usine d'avoir une forme de taylorisme où chaque tâche est minutée je dirais presque à la seconde près, que les mecs enchaînent. Et là, tu as plus le sentiment que chacun fait sa tâche, mais que tu as des contrôles qualité partout, que chaque opération, tu as des pesages au gramme près sur l'épaisseur de la coque, notamment sur la fabrication du calotin, sur les différents éléments, et que tu as en fait des contrôles qualité partout, et qu'en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que la question, c'est pas de faire le boulot vite, c'est de le faire bien. Alors, je sais que je suis un peu naïf, parce que contrairement à toi, j'ai pas visité d'immenses usines et d'autres usines de casques à part Naka où l'échelle n'a absolument rien à voir. Mais je voulais savoir, toi qui as visité Shoei, qui as visité Nolan, qui as visité plein d'autres usines, est-ce qu'on a ce même sentiment? Est-ce que c'est commun à tous les fabricants de casques, ou est-ce qu'il y a une spécificité, je dirais, d'Arai qui explique aussi la qualité de finition, la durabilité et au final le prix qui est quand même conséquent? Pour ce que j'en sais, je ne suis pas allé visiter Arai, mais pour ce que j'en sais, ils fabriquent 100% des composants des casques, oui. Contrairement aux concurrents qui importent le calotin d'un fabricant de caisses pour poissonnerie. Ouais. Ça, j'ai vu ça. Après, le poisson, généralement, c'est bien conservé, tu vois. Oui, bien sûr, mais tant que c'est bien fait, tant que ça répond au cahier des charges, ça va. Ouais. Qui va importer une mentonnière en plastique pour son modulable. Enfin, apparemment, tout est fait chez Arai maison. J'ai même vu une petite vidéo qui montrait les fils qu'ils choisissent pour réaliser les fibres, pour concevoir et réaliser la coque. Donc ça, c'est une spécificité. J'ai entendu parler aussi d'énormément de contrôle de qualité, comme tu disais, d'un assemblage assez minutieux, d'une découpe au laser, ce que, à ma connaissance, seul Arai utilise. Les autres utilisent beaucoup du jet d'eau à haute pression. Alors, la spécificité du laser, c'est que ça cautérise les fibres entre elles au niveau de la découpe, ce qui évite des effets d'ouverture. Et donc, à la fois, il y a cette tradition que tu évoquais, où on travaille dans une ambiance à la japonaise, très silencieuse, avec énormément de minutie, beaucoup de travail manuel, et de la technologie, aussi bien pour la conception des casques que pour la réalisation, notamment donc avec ce laser, avec la fabrication maison, avec les laboratoires. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, le laser, c'est le moment où on découpe en fait l'espace intérieur qui est dédié à l'écran. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, je parlais du côté un peu désuet, parce que une manufacture, finalement, c'est comme disait le patron d'Arai, en fait, leur savoir-faire, il est là, quoi. C'est les mains des gens qui font ces casques-là. Alors, je sais que, encore une fois, je suis un peu naïf et tout ça, c'est du marketing, mais quand tu visites l'usine, t'es quand même assez persuadé de ce qu'ils racontent. Typiquement, il y a un endroit, t'as un métier à tisser, tu te croirais dans la révolution industrielle. C'est une liste de machines improbables. T'as 64 bobines de fil. Tout est tissé d'une manière improbable et ça fait, en fait, des espèces de filaments qui vont créer, en fait, la coque. Ensuite, il y a le département secret, qu'on n'a pas vu. Et même Ilko, qui est le représentant de la marque aux Pays-Bas, a dit lui, ça fait 20 ans qu'il est chez eux, il n'a pas eu le droit d'entrer. D'après ce qu'on sait, il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Tu m'as dit qu'en fait, en passant de la norme 2205 à la norme 2206, on rappellera que la 2205, tu avais des tests de perforation à des endroits dédiés.
et que sur la 2206, globalement, l'opérateur, il choisit de la balancer où il veut. C'est pas des tests de perforation. C'est des tests d'absorption de choc. Voilà, donc, le casque est lâché sur une enclume. Voilà. Et on mesure l'énergie qui est passée à travers la coque. Et avec certains seuils, on accepte ou pas le casque. Donc c'est des tests d'absorption. Au final, ça marche pas. T'as la tête qui est comme perforée. Enfin, tu vois, oui, globalement. c'est ça. Donc voilà. Donc, alors, Arai, eux, ajoute par contre dans un test qui n'est pas obligatoire dans la norme, c'est le test de perforation. Voilà, tout à fait. Donc globalement, pour revenir à ça, ce que j'ai compris, c'est que le standard du marché, c'est que pour passer de 22,05 à 22,06, la plupart des fabricants sont passés de 2 à 3 épaisseurs différentes de calotin, enfin 3 compositions, selon les endroits du casque pour le renforcer ici et là. C'est la moyenne. Il y a oui, à peu près, c'est ça, oui. Arai nous dit que eux, pour passer de 22,05 à 22,06, ils sont passés de 10 à 11 couches de polystyrène différemment, avec effectivement des renforts au niveau du front, ce qui permet de mettre les aérations et de faire passer des trucs au milieu. Ça explique aussi pourquoi ils ne feront jamais d'écran solaire intégré, parce que ça donne des zones de fragilité dans le casque. Donc ça c'est une spécificité, et tu expliquais aussi que leur communication est intéressante parce qu'elle ne parle que de protection. Oui, bah ça, de toute façon, le calotin, il est fabriqué dans cette fameuse pièce secrète que seuls les spécialistes d'Arai peuvent visiter, peuvent entrer. Parce en gros, les deux mecs qu'on signait là, quoi. Voilà. C'est ça. Et quelques techniciens, tu vois. Avec quelques techniciens. C'est vraiment une pièce secrète parce que le représentant Arai Europe n'a jamais pu entrer dans cette pièce. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être des extraterrestres avec des 3 doigts et des yeux qui fabriquent ce calotin. Voilà. Mais effectivement, quelle était ta question? Non, c'était ça. En fait, donc, c'était pour rebondir sur ce que disait, sur ce que tu savais, pardon, de la fabrication un peu traditionnelle des casques Arai, c'est-à-dire effectivement le fait qu'ils font tout eux-mêmes. Donc ça commence avec un métier à tisser. Le fait que le calotin aurait, d'après les infos qu'on a, c'est impossible de vérifier, mais quand même 3 fois plus de couches, voire même plus que 3 fois plus de couches. De densité différentes. Parce que justement, c'est un seul calotin. Mais avec des densités selon les endroits. Dans la plupart, on fabrique un calotin et rajoute notamment au-dessus une couche de calotin de polystyrène plus dense. Parce que le test sur au-dessus de la tête est assez difficile à passer avec un calotin standard. Et Arai fabrique un seul calotin, mais en arrivant à faire varier les densités selon les endroits de la coque. Avec donc 11 couches différentes. Moi, ce qui m'a frappé, effectivement... Alors, il y a une scène qui est étonnante, c'est le moment où les mecs mettent le calotin dans la coque. Oui. Mais c'est assez violent. Ah non, mais c'est plus que violent. C'est-à-dire que les types... de partout. Mais je pense que physiquement, tu fais 2 ans de ça et chez Nolan, j'ai vu une femme avec son petit maillet qui frappait toute la journée. Il saute sur le truc, il rentre dedans, c'est hyper dur. Et qu'une fois que c'est dedans, ça bouge plus. C'est ça. Mais quelque part, c'est rassurant. Ça veut dire que si tu cartonnes, au moins, normalement, tu as une homogénéité de protection qui fait que ça devrait pas trop bouger. Et puis, ce qui m'a assez fasciné, c'est l'étape finale. La minutie sur les peintures, sur les décorations. Je pensais que c'était fait par des robots. Ils disent que non, vu la forme, c'est compliqué. Donc les casques déco, c'est des autocollants, mais c'est fait au millimètre près, avec, au millième de millimètre près, avec une main-d'œuvre exclusivement féminine qui va ajuster le truc. Parce qu'elles ont une meilleure coordination œil-main. Ça, c'est le cas dans toutes les usines. Ah ouais. Ouais. Ce sont les femmes qui appliquent les décalcos parce qu'elles ont des meilleures coordinations œil-main. Nous, on a la meilleure coordination œil-pied. C'est pour ça qu'on est bon au foot. Mais, ou à l'accélérateur. D'accord. Mais, alors, la particularité des marques japonaises, parce que Arai Shoei fait la même chose, c'est qu'il y a toujours un petit atelier de retouche peinture avant le vernissage total, au cas où il y a un petit accroc sur la décale. Et ça, je n'ai vu ça que dans les usines japonaises. Et puis des contrôles qualité partout, et c'est ce qui fait qu'au final, encore une fois, j'admets très volontiers un manque d'expérience dans les visites d'usines de casques et un côté un peu naïf, mais c'est qu'au final, quand tu vois le temps qui est consacré, la minutie, les contrôles qualité, etc., tu ressors pas en te disant qu'au niveau du tarif, tu t'es fait enfler, quoi. Ouais, mais alors, sincèrement. Non, mais je sais que c'est ça aussi. Il y a ça aussi. Voilà. Faut prendre aussi en compte le fait que le taux de change entre le yen et puis le dollar ou l'euro est très défavorable. Oui. Et donc, ce qui fait qu'un casque qui a un tarif normal au Japon arrive chez nous à des tarifs prohibitifs aussi du fait du taux de change. Du fait du taux de change. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rouler au Japon. Et en fait, je m'attendais à être, tu sais, comme ils sont obsédés par la sécurité, à rouler entre 2 mecs avec des drapeaux jaunes à 60 à l'heure, machin. Et on a roulé beaucoup. Déjà, on a fait plus de 700 bornes, dont pas mal de montagnes, au nord de Tokyo, etc. Pendant 2 jours, à un rythme sincèrement assez élevé.
avec des écarts avec les limitations officielles qui étaient parfois de 2 fois et demi, ce qui était autorisé. Je sais, c'est mal, mais encore une fois, tu suis un mec devant toi, tu parles pas sa langue et il faut pas qu'il te perde, donc t'as pas le choix. C'est ça. Voilà. C'était contre ta volonté. Et c'était contre ma volonté. Et c'est vrai que ce petit passage te permet de comprendre un peu la culture japonaise. C'est-à-dire que moi, j'ai deux anecdotes pour quasiment finir. J'étais avec mon collègue Gunther du Repère et on va dans un centre commercial parce qu'on avait un peu de temps à la fin et c'est une agression visuelle de musique, de son, de lumière, machin. T'as juste envie de te barrer. Et puis au dernier moment, on va manger un truc dans un petit truc au quai du coin. Les mecs nous servent les plats, le café a coulé. On sort la carte bleue et ils te font comprendre qu'ils la prennent pas. Tu parles pas un mot. Et là, t'as un monsieur très classe qui arrive, qui sort de billets, qui fait c'est pour moi, et à part dire merci. Voilà. Et le Japon, c'est toute cette complexité, que tu retrouves un petit peu dans finalement la philosophie d'Arai, c'est-à-dire à la fois des fondamentaux qui ont 50 ans, qui bougent pas, parce que le chef suprême a dit que c'était comme ça, et tu sens que personne ose les faire bouger, d'où cette forme ronde, d'où des choses. Tu vois, ça, le cast évolue beaucoup sur les spoilers, sur les formes sur l'avant. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui bougent sur la techno, sur l'intégration d'écran, machin, de communication. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent. Eux, tu sens que c'est un peu collé dans le béton. Donc, ça évolue vraiment avec parcimonie. Et on le voit bien avec 30 ans d'évolution entre le Tour X1 et le Tour X5. Et puis, il y a quand même cette minutie, cette précision qui fait qu'on a des produits qui, sans être novateurs, sont quand même très aboutis. Je ne dirais pas mieux. Un petit mot pour finir. Le Japon, c'est très bien. Le Japon, c'est très bien. Je vais discrètement essayer de remettre en place la visière. C'est pour ça que j'ai mis le mien pour pas que l'autre soit comme ça à l'écran. Je vais m'exercer. La prochaine fois, je fais ça en 10 secondes comme les gens de chez Arai. Je voulais finir en disant que au-delà des histoires de cash, il y a des histoires d'hommes. Moi, je vais te raconter ma jeunesse boutonneuse, acnéique et à cheveux à coupe mulet dans les Ardennes. J'avais une 125 des TLC. Et je vais aller boire un verre. Et un jour, non, je ne croise pas Michel Fourniret, mais je tombe sur un magasin en Belgique, ce qu'on avait roulé là-bas, c'était plus cool, qui fait une promo sur un Arai Spencer. Et Spencer, c'était la star ultime. Et en fait, je craque mon livret A de l'époque pour m'acheter un Arai Spencer. C'était ridicule sur un 125 des TLC, toi. Mais j'étais tellement fier. Je l'ai roulé pendant des années. J'ai pu rencontrer Freddie Spencer un jour. Je lui ai raconté ça l'a un peu surpris. Et en fait, au-delà des histoires de cash, il y a des histoires d'hommes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, Arai, ça reste une boîte familiale. Quand tu vois que le grand-père a monté le truc, que le fils l'a développé, qu'aujourd'hui c'est le petit-fils qui est à la tête de ça. Donc je suis très naïf, mais je trouvais que l'histoire était... toi, c'est pas un fonds de pension qui est là juste pour faire du cash en vendant des trucs mal conçus. Vous nous dites ce que vous pensez d'Arai, si c'est cher, passéiste, attachant, qualitatif. Comment vous voyez la marque ? Sécurisant. Comment vous voyez la marque ? On trouve ça intéressant d'avoir vos retours. Merci Yannick pour l'expertise technique sur l'évolution parcimonieuse du X1, X4, X5. En apparence, mais il y a quand même des choses dedans. Il y a quand même du boulot. Et puis au plaisir de te revoir sur le canapé comme friandise de cet apéro avec Motomag. Merci à Fred à la technique derrière. On se retrouve bientôt sur la chaîne. On est prudent avec un Arai ou autre chose sur la tête. Bisous sur le casque. Et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. This beat is for the street, This beat is for the street, This beat is for the street, King of the streets is up. This beat is for the street, 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 King of the streets is up.